Bonjour, nous allons aujourd'hui commencer un nouveau chapitre. Donc, dans ce chapitre 2, nous allons étudier de manière systématique les variables aléatoires qui sont à valeur sur un espace d'état, oméga, fini ou dénombrable. En fait, nous avons terminé le premier chapitre par un exemple, l'exemple du lancer de 2D, où on avait étudié la variable aléatoire, somme des résultats des 2D, et nous avions vu comment décrire graphiquement la loi de cette variable aléatoire, et nous allons maintenant, dans ce chapitre, faire ça de manière systématique. Donc, dans cette première séance, nous allons étudier comme la loi d'une variable aléatoire à valeur, donc définie sur un espace d'état qui est discret, c'est-à-dire fini ou dénombrable. Donc, je vais appeler grand X une variable aléatoire définie de grand oméga à valeur dans grand F égale x de oméga. Puisque grand oméga est supposé fini ou dénombrable, eh bien, nécessairement, grand F va être dénombrable et je vais pouvoir énumérer les valeurs prises par la variable aléatoire grand X. Donc, je vais les noter petit x1, petit x2, etc. Et de manière générale, petit x indice i, la ième valeur prise par grand X. Cette possibilité d'énumérer les valeurs de grand X va nous permettre de définir très simplement la loi de grand X. Comme nous l'avons déjà dit précédemment, dans ce cas particulier où oméga et f sont finis ou dénombrables, nous allons munir ces deux ensembles de l'attribut de toutes leurs parties. Donc je note P de oméga l'ensemble de toutes les parties de oméga et P de f l'ensemble de toutes les parties de grand F. Donc grand X considéré comme application de oméga muni de l'ensemble de ses parties sur grand F muni de l'ensemble de ses parties est de manière évidente une variable aléatoire puisque l'image réciproque par x d'un ensemble de grand F est un ensemble de grand oméga. Notre but est donc de caractériser la loi de grand X. Je vous rappelle que nous avons vu dans la séance 8 du chapitre 1 ce qu'était la loi de grand X. C'est une probabilité sur grand F qui est définie ainsi pour tout sous-ensemble grand B inclus dans grand F, la loi P indice X de B est égale à la probabilité d'avoir X dans grand B. Je vous rappelle qu'ici, cette notation signifie l'ensemble des petits oméga de grand oméga tel que X de oméga est dans grand B. Nous avons vu précédemment dans le chapitre 1 qu'une probabilité sur un ensemble dénombrable est caractérisée par les probabilités de ses singletons. Nous pouvons, ici grand F est dénombrable, nous avons décrit ces éléments par les données petit x1, petit x2, etc., petit xi. Donc pour connaître une probabilité sur F, il suffit de connaître les probabilités des singletons xi pour i appartenant à grand N. Donc, la proposition qui est fondamentale ici, c'est que la loi P indice X de X est caractérisée par les données des valeurs possibles petit xi de grand X et des probabilités de réalisation de ces valeurs. Donc, je vais noter P indice petit i et subscrite ici grand X, ça va être la probabilité d'avoir grand X égale petit xi. Je vous rappelle, ça c'est la probabilité de l'ensemble des oméga tel que X de oméga égale xi, et qui est aussi la loi P indice grand X du singleton xi. Donc la loi de grand X est caractérisée par ces données-là. On peut revoir rapidement la preuve dans ce cas-là, même si on a déjà plus ou moins écrit cette preuve dans le premier chapitre. Si je veux décrire la loi de X, donc je veux connaître Px de B pour un sous-ensemble quelconque de grand F. Px de B, c'est Px de l'union sur I tel que xi soit dans B des singletons xi. Les xi sont, pour des xi distincts, les singletons xi sont disjoints. Donc, par
propriété de sigma additivité de la probabilité Px, nous avons que cette quantité vaut la somme des i tels que xi est dans B des Px de xi, qui est égale à la probabilité de l'union sur i tel que xi dans B des ensembles de oméga tels que x de oméga égale à xi. Alors vous voyez que là, j'ai écrit, donc je vous rappelle que cette quantité ici, Px de xi, c'est égal à la probabilité d'avoir x égale xi. Comme les xi sont distincts, les événements ici x égale xi sont disjoints, et donc la somme de ces probabilités d'événements disjoints est égale à la probabilité de la réunion. Une fois que j'ai remarqué ça, bien c'est fini, puisque là, je vais pouvoir écrire que ça, c'est la probabilité d'avoir x dans grand B. Et donc, j'ai bien montré que cette loi Px caractérisée par les probabilités des singletons xi, eh bien, me permet bien d'obtenir la loi de x au sens où on l'a défini avant, c'est-à-dire à chaque partie grand B de f associée la probabilité d'avoir x dans B. Alors, une remarque fondamentale qui est la suivante, c'est que là, on a supposé que oméga était dénombrable, on en a déduit que grand F était dénombrable, et ça nous permet de caractériser la loi de grand X de cette manière-là. En fait, dans de nombreux cas, et c'est le gros intérêt des variables aléatoires, il est très difficile de décrire oméga. Oméga n'est pas forcément dénombrable, mais ce qu'on a comme information, c'est que grand X de oméga, c'est-à-dire grand F, est dénombrable. Et dès lors que grand F est dénombrable, on va pouvoir caractériser la loi de X, c'est-à-dire Px, par les probabilités de réalisation des singletons de grand F, de la même façon. Donc cette proposition-là est vraie, même si grand oméga n'est pas fini ou dénombrable, du moment que grand F l'est et décrit par les valeurs xi, bien sûr. Alors nous allons maintenant regarder des exemples très standards et importants de variables aléatoires qu'on appelle discrètes, puisqu'elles prennent leur valeur dans un espace fini ou dénombrable. Et je vais essayer de vous les introduire à partir de l'exemple du pile ou face, mais ce sont des variables aléatoires qui interviendront dans de nombreux modèles différents. Donc, la plus simple des variables aléatoires qu'on puisse considérer va prendre deux valeurs. En effet, si une variable aléatoire prend une seule valeur, vous voyez, il n'y a plus d'aléa, puisque toutes les valeurs de votre variable aléatoire seront identiques. On va mettre un aléa si on a au moins deux valeurs possibles pour la variable aléatoire. Donc pensez à un pile ou face, oméga et un pile ou face, et si vous, dans le résultat, dans votre expérience, vous obtenez un pile, vous allez lui associer la valeur grand X égale 1. Et si vous obtenez un face, vous allez supposer que x de face est égal à 0. Donc cela vous définit une variable aléatoire avec deux valeurs qui sont 0 et 1. Une telle variable aléatoire s'appelle une variable de Bernoulli. Alors, bien sûr, pour définir la loi de cette variable aléatoire, il faut connaître la probabilité d'avoir x égale 1 et la probabilité d'avoir x égale 0. Une remarque, comme l'ensemble des valeurs est 0, 1, eh bien la probabilité d'avoir x égale 1 plus la probabilité d'avoir x égale 0 est égale à 1. Donc il nous suffit en fait de connaître la probabilité d'avoir x égale 1. C'est-à-dire ici la probabilité d'avoir pile. Donc vous voyez que dès que je me donne un nombre petit p compris entre 0 et 1, qui est la probabilité d'obtenir pile, j'aurai que la probabilité d'avoir x égale 1, c'est-à-dire la loi de x prise en le singleton 1, qui vaut petit p, et la probabilité d'avoir x égale 0, qui est la loi de x pris en le singleton 0, qui vaut 1 moins p. Une telle loi, donc caractérisée par 1 petit p et par 0 1 moins p, s'appelle une loi de Bernoulli de paramètre p. Supposons maintenant qu'on fasse une infinité de lancers de pile ou face, et on s'intéresse à la loi du premier succès si l'on considère qu'on aura succès si on obtient un pile. Donc nous avons déjà calculé en fait ce type de probabilité dans la séance sur les événements indépendants du chapitre 1. Nous supposons que tous nos lancers sont indépendants
Et on va regarder, calculer la probabilité qu'on ait notre premier pile au k-ième lancé. Cet événement-là est traduit par le fait que dans les k-1 premiers lancés, nous avons obtenu un face, et au k-ième lancé, nous avons obtenu un pile. Comme les expériences sont indépendantes, nous savons que cette probabilité-là est égale au produit des probabilités d'obtenir un face, k-1 fois la probabilité d'obtenir un pile, pour décrire la probabilité de la succession face, 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 k-1 fois et pile. La probabilité d'obtenir un pile, c'est petit p, la probabilité d'obtenir une face, c'est 1 p, et donc nous trouvons finalement que la probabilité d'avoir le premier pile au k-ième lancé, c'est p facteur de 1 p puissance k-1. Et ceci pour n'importe quel entier petit k supérieur ou égal à 1. Cela nous permet de définir une nouvelle loi de variable aléatoire, ou une nouvelle variable aléatoire, qu'on appelle une variable géométrique de paramètres petit p dans 0,1, ou une variable aléatoire ayant la loi géométrique de paramètres petit p dans 0,1. Et ça va être une variable à valeur dans n étoiles, telle que, pour tout k de n étoiles, la probabilité d'avoir x égale k est égale à p, 1 p puissance k-1. Je vous rappelle que pour décrire une telle loi, on va décrire ça par des points qui vont être les valeurs possibles de grand X. Ici, ce sont les valeurs entières non nulles petit k, et la probabilité p facteur de 1 p puissance k-1 de réalisation de ces valeurs. Donc je vous montre maintenant sur un diagramme ces couples k, p1 p puissance k-1 pour différentes valeurs de p. Donc ici, les valeurs, vous avez une distribution de grand X pour une joie géométrique de paramètres 0,2, donc ça ce sont les points rouges. Pour p égale 0,5, vous avez là les points en vert, et pour p égale 0,8, vous avez les points en violet. Donc remarque, pour k égale 1, la probabilité que la loi géométrique de paramètre p vaille 1, eh bien c'est p fois 1 p puissance 0, donc qui vaut 1, donc c'est p. Donc c'est normal qu'ici vous ayez le point d'abscisse 1 et de valeur petit p pour les différentes valeurs de p. Alors vous pouvez remarquer que suivant les valeurs de p, vous allez avoir une décroissante plus ou moins violente de ce diagramme en bâton ou de ces courbes ici correspondant aux valeurs p indice k pour chacune des valeurs entières de k. Alors une autre loi, donc là vous voyez ces lois géométriques, c'est toujours des lois de succès, des lois qui décrivent des variables aléatoires qui définissent un premier événement, une première arrivée d'un événement. Maintenant on va s'intéresser à une autre loi extrêmement fondamentale dans la pratique, qu'on appelle une loi binomiale, liée à une variable binomiale, qui elle va être paramétrée par deux valeurs, petit n et petit p. Donc pour l'introduire, nous allons revenir à notre jeu de pile ou face, et on suppose maintenant qu'on a fait n lancés. Donc petit n va être un entier naturel, non nul pour que ça ait un sens. Donc on fait toujours des lancers indépendants, et je regarde le nombre de piles obtenues après n lancés. Donc ça me définit une variable aléatoire S indice n qui est indexée par l'entier n, et qui est donc égale à la somme de i égale 1 à n des xi, si je désigne par xi la variable aléatoire grand X que j'avais introduite, la loi de Bernoulli, qui correspond au résultat de mon ième lancé. C'est-à-dire que xi vaut 1 si j'ai eu un pile, et 0 si j'ai eu un face. Donc si je somme les xi pour i égale 1 à n, j'aurai bien le nombre de piles au cours de mes n premiers lancers. Remarquons que l'ensemble des valeurs de cette variable aléatoire Sn varie entre 0 et n. Il y a donc n plus une valeur dans cet ensemble. Quelle est la loi maintenant de Sn? Je vais prendre une valeur k quelconque comprise entre 0 et n, et je dois calculer la probabilité d'avoir Sn égale k. C'est donc la probabilité de l'ensemble des suites de résultats de mon lancer de pile ou face sur n tirages, dans oméga, tel que le nombre de piles soit égal à k, c'est-à-dire la somme de i égale 1 à n des xi de oméga doit être égale à k. Alors nous avons déjà vu ce type de calcul. Vous avez une suite de résultats de vos lancers de pile ou face,
Et parmi cette suite de n résultats, k seront des piles et donc n-k seront des faces. On va donc d'abord choisir dans cette suite de n lancés la place des k piles et on a le coefficient binomial nk, manière donc de choisir ces k piles, hein, c'est le nombre de parties à k éléments parmi n éléments, fois la probabilité de tirer un pile, p, puissance k, puisque j'ai k endroits où je vais avoir un pile, et fois dire que sur les autres tirages, je vais obtenir un face, donc j'ai une probabilité 1 p d'avoir un face, et donc si j'ai n-k tirages pour lequel j'obtiens un face, ça me donnera la probabilité 1 p puissance n-k. Ici, bien sûr, j'ai utilisé fondamentalement le fait que mes tirages sont indépendants. Donc vous voyez que j'ai construit ainsi une variable aléatoire à valeur dans 0, n, telle que la probabilité de Sn égale k soit égale à ce coefficient binomial de k partie parmi n, p puissance k, 1 p puissance n-k. Je vous rappelle que je suis dans la même hypothèse que précédemment où petit p est la probabilité d'obtenir un pile. Donc petit p ici, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Il n'y a aucune confusion possible entre n qui est un entier naturel et p qui est un nombre strictement compris entre 0 et 1 pour que les choses aient de l'intérêt. Donc une variable aléatoire qui a cette loi-là s'appelle une loi binomiale de paramètres n et p et je vais la noter b ronde indice n p. Dans ce sens-là, je vous rappelle, n est un entier et p est un nombre compris entre 0 et 1. Alors vous voyez, si on veut comprendre un peu comment on calcule la loi d'une telle variable, on va le faire sur un exemple. On va par exemple regarder la loi binomiale de paramètres 4, 1 quart. Si on étudie par exemple S4, qui a une loi binomiale de paramètres 4 et 1 quart, on peut décrire ainsi donc la loi de S4. En fait, on va avoir P de S4 égale K, qui est égal à la manière de choisir une partie à K éléments parmi 4. 1 quart puissance 4 et 1 moins 1 quart, ça va faire 3 quarts puissance 4 moins K. Et cela pour tout K appartenant à 0, 1, 2, 3, 4. Il y a donc 5 valeurs possibles pour S4. Donc on peut s'amuser à calculer. Par exemple, P de S4 égale à 0. Eh bien, vous voyez que ce nombre, le nombre de parties, par définition, je vous rappelle, le nombre de parties à 0 éléments parmi 4, c'est le même que le nombre de parties à 4 éléments parmi 4, c'est 1. Donc vous avez 1 quart puissance 0 qui vaut 1, et donc il vous reste juste 3 quarts puissance 4. Si on regarde P de S4 égale 1, le nombre de parties à 1 élément parmi 4, eh bien vous en avez 4, fois 1 quart puissance 1, fois 3 quarts puissance 4 moins 1 égale 3. C'est-à-dire qu'on obtient finalement 3 quarts puissance 3. On peut s'amuser encore à regarder la probabilité d'avoir S4 égale 2. Donc là, on va regarder l'ensemble des parties à 2 éléments parmi 4. Donc je vous rappelle que ça, c'est factoriel 4 sur factoriel 2, par définition des coefficients binomiaux, fois 1 quart au carré, fois 3 quarts au carré, puisque k égale 2. Et ici, finalement, vous voyez qu'on trouve donc factoriel 4, c'est 4 fois 3 fois 2, qu'on divise par 4. Et on va donc avoir 3 fois 2, 6, divisé, voilà, on va mettre 6, divisé par 4 au carré. Je vous laisse arranger le résultat finalement, et vous avez encore du 3 au carré divisé par 4 au carré. Bon, c'est immédiat de simplifier tout ça. Donc, je vous laisse aussi à titre d'exercice continuer et calculer vous-même P de S4 égale 3 et P de S4
égale 4. Et puis, pour finir l'exercice, vous pourrez faire une représentation graphique par diagramme en bâton de cette loi binomiale de paramètres 4, 1 quart. Alors, un exemple peut-être un peu plus concret, c'est l'exemple suivant qui consiste à étudier les grandes dépressions météorologiques au mois de mai en France. En 2013, on a eu un temps particulièrement épouvantable au mois de mai, donc c'était amusant de regarder cet exemple-là. Donc on suppose qu'il y a en moyenne 2 grandes dépressions météo au mois de mai en France par siècle, et on se demande si cette hypothèse est réaliste. Donc on a regardé les dépressions dans les 100 dernières années et il s'avère qu'elles se sont passées, donc les dépressions météorologiques du mois de mai, elles se sont passées en 1967, 2000, 2002, 2013. Donc si on suppose que ce nombre de dépressions suit une loi binomiale, nous on cherche à tester, à savoir si effectivement on peut supposer qu'en moyenne il y a 2 dépressions. Donc ça veut dire que ce nombre de dépressions aura une loi binomiale de paramètre 100, puisqu'il y a 100 années, et de paramètre petit p, ou petit p, eh bien, c'est la probabilité d'obtenir une dépression. Si on suppose qu'il y en a en moyenne 2 pour 100 années, ça sera 0,02. Donc maintenant, regardons si c'est cohérent avec nos observations du dernier siècle, où nous, on a vu qu'il y avait eu 4 dépressions. Et donc, on va regarder pour une variable aléatoire de loi binomiale de paramètres 100 et 0,02 s'il est raisonnable d'obtenir un nombre de dépressions qui est inférieur ou égal à 4. Alors, comment on peut calculer un tel événement? Eh bien, être inférieur ou égal à 4 pour une variable aléatoire. Alors ici, vous voyez que la variable aléatoire, elle prend toutes les valeurs discrètes, entières, entre 0 et 100. Mais nous, on va s'intéresser qu'à celles qui sont inférieures ou égales à 4. Donc soit x peut être égal à 0, ou à 1, ou à 2, ou à 3, ou à 4. Et on peut énumérer donc la probabilité que x soit plus petit ou égal à 4 par additivité. C'est la probabilité que x soit égal à 0, plus la probabilité que x soit égal à 1, plus, etc., jusqu'à la probabilité que x soit égal à 4. Et on remplace donc ici chaque probabilité par sa valeur, du fait que x suit une loi binomiale. Et si vous vérifiez le calcul, on doit trouver que on a une probabilité qui est d'environ, qui est presque de 0,95, donc c'est raisonnable. Alors après, si on veut rentrer plus dans le détail de tout ça, il faut vraiment utiliser des arguments statistiques qu'on ne va pas voir ici. C'est juste pour vous donner une idée que c'est raisonnable de supposer que notre nombre de dépressions peut suivre cette loi binomiale de paramètres 100 et 0,02. Alors maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui se passe si en fait la probabilité petit p de mon événement de base est très petite? On a vu que pour définir ici une loi binomiale, ce paramètre petit p, ici dans mon exemple du nombre de piles, représente la probabilité d'obtenir un pile au cours d'une expérience. Bon, alors évidemment, dans le jeu de pile ou face, on a du mal à penser autre chose que P égale 1,5 ou P peut-être différent de 1,5, mais le fait que P soit très petit n'a pas beaucoup de sens. Mais il y a des cas de figure où on peut s'intéresser à des lois pour lesquelles la réalisation de l'événement dont on compte les occurrences est très petite. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Comment se comporte notre loi binomiale? Donc, vous voyez qu'on va toujours regarder une loi binomiale qui est de premier paramètre petit n, mais on suppose que donc la quantité que j'avais notée P ici est très petite, et on va le modéliser par le fait qu'elle est en gros de la forme un certain nombre θ, strictement positif, sur n. Alors je dis en gros parce qu'on peut prendre soit AN ici égale θ sur n, soit supposer qu'asymptotiquement, quand n tend vers plus l'infini, AN se comporte comme θ sur n. NaN tend vers θ. Donc dans ce cas-là, quelle être à notre loi binomiale? La probabilité pour notre loi binomiale d'avoir la valeur petit j, c'est le nombre de parties à j éléments parmi n, an puissance j fois 1 moins an puissance n moins j. Et ce pour tous les entiers j compris entre 0 et n. Et bien sûr, on peut étendre cette probabilité à tout grand n en lui associant la valeur 0 pour j supérieur ou égal à n plus 1. Donc j'ai défini ici ces nombres-là pour tout j entier de grand n.
Et ma question maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe quand petit n tend vers plus l'infini? J est fixé et je fais tendre n vers l'infini. Eh bien, ce qu'on va montrer tout de suite, c'est que PJ, cette quantité-là, PJ de ANN, va tendre, quand n tend vers l'infini, vers exponentielle moins θ, θ puissance j sur factoriel j. Donc, montrons-le tout de suite. Donc, P indice j de ANN, c'est donc le nombre de parties à j éléments parmi n, AN puissance j, 1 moins AN puissance n moins j. Et je vous rappelle que, asymptotiquement, AN se comporte comme θ sur n. Alors, développons ici. Donc, on a factoriel n sur factoriel i factoriel n moins j fois AN puissance j fois 1 moins AN puissance n moins j. Je vous rappelle que j est fixé et on va faire tendre n vers plus l'infini. Donc, je vais déjà mettre 1 sur j en facteur. Et factoriel n sur factoriel n moins j, on sait que ça vaut n, n moins 1, etc. jusqu'à n moins j plus 1. J'ai exactement j termes dans ce produit et j'ai un AN puissance j. Donc je vais développer ce AN, je vais regrouper chacun des termes de mon produit de j termes ici. Je vais glisser un AN accolé à chacun des termes de mon produit. Donc je mets AN là et AN là. Et puis il me reste 1 moins AN puissance n moins j. Quand n tend vers l'infini, nous avons vu que NaN tendait vers θ, mais de même n-1 AN va tendre vers θ, et n moins j plus 1 AN, j est fixé, va tendre vers θ. Donc j'ai j terme dans mon produit, je vais donc obtenir θ puissance j. Il nous faut donc maintenant regarder la limite quand n tend vers l'infini de 1 moins AN puissance n moins j. Donc je l'écris. 1 moins AN puissance n moins j. Vous savez que dans ce cas-là, il faut reprendre la définition d'une puissance à partir de l'exponentielle. Ça, c'est exponentielle de n moins j facteur du logarithme de 1 moins AN. Or, maintenant, je sais que AN se comporte, quand n tend vers plus l'infini, comme θ sur n. C'est donc petit. Donc, le log de 1 moins AN est équivalent, quand n tend vers plus l'infini, à moins AN. Donc, vous voyez que exponentielle, alors n-j, j est fixé, donc n-j est équivalent à n quand n tend vers l'infini. Et donc, l'exponentielle ici va tendre, finalement, vers exponentielle moins la limite de n à n qui vaut θ. Donc, quand n tend vers plus l'infini. Nous avons donc bien montré la formule, puisque si on groupe tout ça, vous voyez que la limite, vous avez le 1 sur factoriel j fois θ puissance j fois e puissance moins θ, qui était donc ce que nous avions annoncé ici. Eh bien, vous voyez que maintenant, on a défini ces nombres-là pour tout j dans grand N. On reconnaît en fait des quantités qu'on a déjà introduites dans le chapitre 1, quand on a décrit des probabilités sur un espace dénombrable. Et donc, on va redéfinir ici, on reconnaît ce qu'on avait appelé la loi de Poisson de paramètre θ. Donc, on peut décrire ainsi, définir une variable aléatoire de Poisson, de paramètre θ strictement positif. Ça sera donc une variable aléatoire, donc j'ai mis v point a point comme abréviation de variable aléatoire, une variable aléatoire grand X à valeur dans grand N, et donc qui est caractérisée par sa loi. Sa loi est donc définie pour chaque petit k un entier, défini par la probabilité d'avoir x égale k, est égal à e puissance moins θ, θk sur factoriel k. Donc ce qu'on a vu, vous voyez, c'est que donc je vais la noter P de θ, cette loi de Poisson, et là on l'a définie, introduite comme une limite de loi binomiale quand le paramètre qui décrit la probabilité de réalisation de l'événement de base, de l'occurrence qui nous intéresse, tend vers 0.
Donc en fait, ça modélise des événements qui ont en fait une probabilité très très petite d'être réalisés. On appelle ça des occurrences rares ou des apparitions rares. Donc typiquement, vous aurez, si vous regardez le nombre de tremblements de terre qui se sont passés dans les 20 dernières années, le nombre de crises financières qui se sont passées dans les 30 dernières années, le nombre de... Donc des choses qui sont assez rares, vous allez le modéliser par des lois de Poisson. Alors, je vous ai mis un exemple donc numériquement pour la visualisation de la convergence qu'on a vue précédemment. Précédemment, on a vu que si n est grand, on peut approcher cette loi binomiale par loi de Poisson. Donc, numériquement, vous voyez que si j'appelle donc grand X la loi binomiale qu'on avait introduite avant, c'est-à-dire celle qui correspondait à notre exemple sur les dépressions météorologiques, de paramètres 100, n égale 100 et p égale 0,02. Donc dans ce cas-là, le θ, vous voyez, je vous rappelle, c'est en gros n à n, donc np 100 fois 0,02, ça vous donne un np égale 2. Donc on va comparer notre variable binomiale de paramètre 100 et de 0,02 avec la loi de Poisson de paramètre 2. Et je vous donne les calculs pour k égale 0, k égale 1, k égale 2, k égale 3, k égale 4, et vous voyez que en fait les données sont très très proches. Donc on a une bonne approximation, et ça dans la pratique c'est vraiment très intéressant, parce que j'ai fait exprès déjà de vous montrer comment on pouvait décrire la loi de S4 juste pour n égale 4, et voir que c'est quand même assez lourd hein, pour une loi binomiale de décrire les probabilités de réalisation de chaque singleton. Vous imaginez bien que pour une loi binomiale de paramètre 100, n égale 100, ben, il faut décrire les probabilités de réalisation des n plus 1 singletons, hein, en calculant des nombres de parties qui sont lourds. Et donc, en fait, ce qu'on fait ici, c'est que systématiquement, on approchera ces lois binomiales pour n grand hein, par la loi de Poisson correspondant, hein, si p est petit devant n en tout cas. Alors, il faut garder ça en tête, et ce que l'on verra beaucoup plus tard dans le cours, hein, au 6e chapitre, c'est une manière plus systématique de décrire ce type de convergence de probabilités. Vous avez en fait cette suite de probabilités des lois binomiales de paramètres n à n qui convergent vers la loi de Poisson. Hein. Donc on parlera de convergence en loi dans ce cas-là, mais ça sera le sujet d'un cours ultérieur.